En une phrase, pour vous, BHV featuring Shein, c'est quoi? Non mais clairement, ils ont fait rentrer le loup dans la bergerie. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas courant. Et c'est là où justement je trouve que c'est fort, c'est que déjà faut quand même avoir des corones. Ça va peut-être pas être immédiat, mais pour moi ça va forcément être gagnant pour eux. On va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà acheté du Shein? Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Blaze. Blaze, c'est le talk créé par la freelancerie, collectif de freelance spécialisé en communication qui vous aide à transformer votre entreprise en marque. On est très content de vous accueillir une nouvelle fois dans cette nouvelle vidéo YouTube. On repart sur le format qu'on a déjà testé une fois, qui nous a bien plu, format décryptage de l'actu sous le prisme de la communication. Et aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme, Sarah, Justine et Céline, parce qu'on va parler d'un sujet qui a secoué Internet. Il y a eu beaucoup de réactions, puisqu'on va s'intéresser à l'association entre le BHV et Shein. Je pense que vous avez peut-être suivi l'actualité de ces derniers temps. Donc on va se poser la question de qu'est-ce que ça raconte, en fait, finalement, cette association en termes de positionnement, en termes de valeur. Donc déjà, pour commencer, on va mettre les pieds dans le plat. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà acheté du Shein? Alors, et soyez honnêtes. Ceci dit, oui, j'en ai déjà acheté il y a fort longtemps, quand j'étais au lycée. Au lycée, ok. Ouais. T'avais acheté quoi? Je bois des fringues, ouais. Et du coup, ma conscience éthique, écologique s'est construite au fur et à mesure du temps. Et de ce que j'ai consommé aussi en termes d'informations et de nouveaux produits. Mais oui, fut un temps, j'ai déjà acheté chez Shein, qui était Sheinside avant d'ailleurs. Ok. Voilà. Et ben pareil, moi. Et moi, non. T'as jamais? On est ensemble. Eh ben, Moi là, non Ouais, plus. non, parce que je pense que c'est arrivé à une époque où j'avais pas besoin d'acheter, on va dire, low cost. En gros, voilà, j'étais déjà femme active. Waouh, déjà plein aux as. C'est ça. Non, mais du coup, j'ai pas eu ce besoin. Et puis après, effectivement, il y a le côté écologique qui m'a clairement freinée. Donc voilà, j'ai pas eu besoin. Maintenant, autour de moi, il y a des personnes qui achètent et j'essaye de pas porter un mauvais regard sur eux. Voilà. Ouais, de toute Parce qu'il y a façon, ça. Ouais. l'idée de cet épisode, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, c'est pas tant de porter un jugement moral sur la marque, même si bien évidemment on a nos convictions et que ça va potentiellement se voir dans cet épisode. Mais là, c'est plus finalement l'aspect communication qui nous intéresse, de voir un petit peu ce qu'on peut en retirer d'une telle association. D'ailleurs, en une phrase, pour vous, BHV featuring Shein, c'est quoi? Sarah, tiens, je te lance le défi. Pour toi, en une phrase. En une phrase. J'adorais répondre en un emoji. En une phrase, c'est très mauvais. Je pense que ça peut se résumer à ça parce que... Alors, peut-être qu'on va faire un... Ouais. Et En on reviendra, réaction. Un tour de On va faire table. un petit tour de table. chauffe. Moi, ça va être un mot, incompréhension. Incompréhension, ok, très mauvais. Alors moi, je incompréhension. vais aller dans un autre sens. Je vais dire what the fuck. Ok, Plutôt faire ça. moi je rajouterais lunaire, ouais. Ok. Ouais. Oh, on est pas mal, on est raccord On sur, est. sur les mots-clés. Ok, on entre dans la conversation, du coup, dans la discussion. Sarah, je me retourne vers toi. Donc, très mauvais. Pour toi, qu'est-ce que tu as ressenti en fait quand tu as vu cette info-là? J'avoue que j'ai pas trop compris non plus l'information que j'étais en train de lire, donc j'ai été chercher de l'information complémentaire ailleurs. C'est oui, une totale incompréhension et quelque chose que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre et à analyser parce que, alors on parle d'associations, de deux noms de marques qui ont décidé de collaborer, de travailler ensemble. Quand on parle de ça, évidemment, les deux marques sont concernées, mais au-delà de ça, dans chacune des deux marques, on va aller toucher à nouveau les partenaires, les clients, les collaborateurs, les villes dans lesquelles elles vont graviter, enfin l'écosystème qui gravite autour de ça. Et du coup, on est sur des valeurs et un positionnement qui est stratosphériquement opposé. Donc, incompréhension totale de mon point de vue et même, c'est au-delà de l'incompréhension, c'est un décalage qui est mauvais, selon moi. Ouais, c'est vrai qu'il y a un grand écart. Céline, toi, pareil, j'imagine, quand tu as vu l'info, what the fuck, tu disais? En fait, c'est très... tu te prends cette information et tu essayes d'analyser. Tu dis, OK, d'un côté, j'ai cette marque fast fashion
problématiques. Enfin voilà, je vais pas rentrer dans le détail. Et de l'autre, voilà l'idée que j'ai d'un grand magasin qui porte des valeurs haut de gamme, valeurs françaises, etc. Tu mets les deux ensemble et tu te dis, voilà, ça ne colle pas en fait. Il y a un désalignement stratégique qui se passe à ce moment-là. Et après, le deuxième point, c'est pourquoi ? Quel est l'intérêt d'un côté et de l'autre ? On va en reparler, je pense. Hormis l'intérêt financier, bien sûr. Hormis l'intérêt, bien sûr, financier. Non, mais c'est ça, parce qu'on voit l'intérêt de Chine pour aller chez BHV, mais l'autre côté, en fait, c'est là où, moi, l'incompréhension elle est plus là. C'est qu'est-ce qui a porté ce choix, à un moment donné, du côté du grand magasin qui va chercher du très bas de gamme. Quoi. Voilà. Justine, de ton côté ? Bah pareil, du coup, incompréhension, comme ce que les filles ont dit. En fait, tu te demandes de leur stratégie actuelle parce que, du coup, c'est en 2013 où ils ont... pour le petit point info. C'est le point info de Juju. En 2013-2014, ils se sont renommés BHV Marais. Et c'est là où ils ont refait leur stratégie. Ils disent le grand magasin des urbains créatifs, donc soit les bobos. Et là, en fait, la stratégie, de ce que j'ai compris, c'était d'élargir la cible aux jeunes, globalement, pour qu'ils aillent acheter du Shein et qu'ils aillent acheter à côté leur sac de créateur ou leur truc de créateur. Mais élargir la cible, mais du coup, c'est au détriment de l'alignement, le positionnement qu'ils ont et les valeurs qu'ils prônent depuis longtemps, depuis quand même 2013, du coup. C'est incompréhensif et du coup on se demande la vision au long terme, comment ça va évoluer quoi. En fait, tu l'as souligné, il y a une responsabilité de la part du BHV et une représentativité au sein au sein même de la ville dans laquelle il vit, donc dans Paris. Il y a une forme de correspondance avec la mode à la française, un certain chic, une certaine élégance et des valeurs qui sont portées. Et du coup, de devoir s'associer à Shein dans cette volonté d'aller toucher et des jeunes et une cible qui a un peu moins de finances à mettre dans des produits de mode, etc. C'est un contresens total et du coup, ils ont aussi une responsabilité des marques qui portent déjà chez eux. Oui, c'est ça le truc. Et du coup, ils leur tournent le dos complètement dans cette volonté d'aller travailler avec Shein, quoi. Non, mais clairement, ils ont fait rentrer le loup dans la bergerie, en fait. C'est ça. Ils ont ouvert la porte à quelque chose que personne ne voulait, enfin, en tout cas, ceux qui ont une certaine conscience, parce qu'il y a quand même quelque chose qui sera aussi à noter, c'est qu'il y a des personnes qui vont aller acheter dans ce magasin, parce qu'il y a des personnes qui l'attendent aussi. Donc, stratégiquement... on sait qu'il y a un intérêt à le faire, mais BHV a quand même fait rentrer quelque chose qui, jusqu'alors, n'existait pas et jusqu'où ça va aller, en fait. Parce que là, il s'implante à quelques endroits, ça va grossir, parce que je ne vois pas comment on pourrait arrêter, en fait, cette situation. Moi, je me demande pour l'intérêt... là, j'ai l'impression qu'il y a un énorme bad buzz, donc peut-être qu'il va y avoir... évidemment plus de visibilité et peut-être plus de personnes qui vont venir dans le magasin dû à ce bad buzz. Mais en fait, ça va être, et je suis même pas sûre, mais ça va être du très court terme. Et en fait, au long terme, toute la cible de base, toutes les personnes qui allaient dans ce grand magasin, se retrouvent plus du tout dedans. Donc en fait, à long terme, je pense qu'ils vont perdre ce qu'ils avaient. Et voilà. Et incompréhension aussi dans le fait qu'ils se définissent comme le bazar. Ils disent quoi, le bazar version luxe, et en fait là c'est pas du tout du luxe, donc ah bon, je pense que les gens sont même perdus de où ils se trouvent. Alors il y a non seulement les gens, donc les consommateurs, consommatrices qui viennent effectivement, qui ont l'habitude de venir dans ce magasin qui est quand même une institution, hein. On parle d'un magasin qui est quand même très important à Paris, mais moi je pense aussi, et je pense que vous avez vu, à toutes les marques qui ont décidé de quitter le navire, qui ont décidé de quitter le navire, et c'était intéressant parce que pas mal de posts LinkedIn, de fondatrices, on peut en afficher à l'écran, mais pas mal de posts LinkedIn pour dénoncer finalement ce qui est en train de se passer. Ça, je pense que c'est aussi intéressant à décrypter, ça. Ouais. Bah oui. Justement, j'ai noté un retour du créateur d'Odage, qui était du coup anciennement la marque Monsieur Moustache,
qui disait qu'en gros, les ventes chez BHV représentaient pour la marque plus de 500 000 € dans leur business plan et qu'aujourd'hui, cette année, ils étaient prêts à quitter le navire, à ne plus s'associer à cette marque-là parce que pour eux, c'était un contresens et c'est totalement vrai. On peut citer aussi le slip français qui a décidé de partir et qui a terminé avec je sais plus si c'est un hashtag ou juste un point final qui était droit dans son slip. Mais c'est un peu ça, c'est de se dire en fait on n'est plus alignés, on porte plus les mêmes valeurs et je décide pour que ma marque conserve les valeurs avec lesquelles elle est née de ne plus m'associer à toi parce qu'on va plus dans la même direction. Et c'est je veux dire les pertes pour BHV vont être aussi colossales de toutes les marques qu'ils ont déjà commencé à référencer, c'est pas des petites marques quoi. Donc faut aussi avoir une lecture de ça quoi. Ce qui est intéressant, je trouve, dans ce qui vient de se passer, c'est que est-ce que de la part de Shein, c'est un bon move, cette collaboration ? Oui, forcément, parce qu'ils y voient le moyen de porter leur marque à un plus haut niveau, de redorer un peu leur blason, etc. Et pour BHV, est-ce que c'était un bon move stratégique ? Je me demande ce qu'on pensait, comment les directeurs, les dirigeants, les collaborateurs ont pu imaginer qu'il n'allait pas avoir un bad buzz ou des départs. Je me dis, ils ne sont pas projetés du tout là-dessus. Et c'était évident que les marques existantes comme le slip français, certaines que tu as notées, vont vouloir préserver leur identité. Elles ne veulent pas être associées à ça. Donc, à un moment donné, ça crée une rupture. Et oui, elles vont partir. Il y a un affaiblissement en fait, de l'identité de marque de BHV. Et donc, cet affaiblissement, il a des conséquences sur tous les autres. Et donc, des départs. Non, mais c'est vrai que c'est fort, ce move où finalement, des marques se disent « Moi, mes valeurs sont plus fortes que le chiffre d'affaires. » Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas courant de se dire je m'assois sur 500 000 € parce que dans mon identité, ça va pas. Et c'est là où justement je trouve que c'est fort, c'est que déjà il faut quand même avoir des corones pour faire ça en tant que marque. Je veux dire, c'est quand même une valeur forte et un positionnement fort de le faire. Mais c'est surtout que en fait c'est devenu même un acte politique de dire non en fait moi en tant que marque être associée à BHV c'est pas possible, donc je décide de quitter cette marque là et du coup ça permet de renforcer et de cristalliser encore plus les valeurs fondatrices de la marque d'entrée de jeu. Et j'espère que pour ces marques-là, ça va aussi bien se porter de pouvoir se faire oublier de BHV, mais je salue en tout cas le move de faire ça, quoi. Pour moi, ça va peut-être pas être immédiat, mais pour moi, ça va forcément être gagnant pour eux parce que juste, ils sont alignés depuis le départ. Je connais pas toutes les marques qui ont dit qu'ils allaient partir, mais je pense que c'est des marques avec des valeurs assez fortes. Et en fait, Shein, il était déjà là en tant que pop-up depuis un moment et tout le monde l'acceptait et c'était OK, mais à titre exceptionnel. Et là, d'avoir une boutique permanente, je pense que c'est vraiment le trop-plein. Il y a aussi une pétition et tout, donc c'est dire stop. Il y a le groupe Galeries aussi, qui fait partie du groupe Galeries Lafayette, qui a dit qu'ils étaient complètement en désaccord avec ça. Il y a eu des manifestations aussi des salariés. Il y a eu même une contre-proposition d'un magasin d'en face pour essayer de lutter un petit peu contre l'ultra fast fashion, etc. Donc il y a beaucoup de personnes et de choses qui essayent d'être mises en place, mais il faut qu'il y ait une consonance supérieure, au-dessus, quoi, pour que les choses changent. Quoi. Ouais, complètement. Je ne sais pas si vous avez vu la communication de Frédéric Merlin, donc, qui gère le BHV, qui s'est beaucoup investi sur les plateaux télé, qui est même allé débattre avec des politiques. Pour vous, c'est un bon move que d'incarner, quitte à faire ce choix-là, autant y aller à fond et limite parfois partager des trucs où tu dis non mais là ça sonne carrément faux, quoi. Céline, qu'est-ce que tu en penses de ça, de se dire vas-y, quitte à assumer une espèce d'association un peu contre nature, j'y vais à fond, quoi. Quelque part, je vois pas, il va pas faire machine arrière non plus. Ils ont pris une décision qu'ils ont clairement imposée. Moi, j'ai vraiment l'impression que ça a été un peu imposé et pas. De ma part, j'ai l'impression que c'est pas très réfléchi, en tout cas pas suffisamment. Est-ce que
tu vas après vers les médias en disant « Oh, j'ai pas fait exprès, pardon, excusez-moi, on va revenir en arrière », c'est complètement hypocrite. À un moment donné, ils sont quand même suffisamment hauts dans la hiérarchie pour avoir réfléchi. Ils savent ce qu'ils ont fait. C'est juste que peut-être qu'ils espéraient que ça allait passer crème et puis personne ne le verrait, etc. Non, en fait, les gens se sont mobilisés. Il y a des personnes qui ont dit non. Et là, à un moment donné... je trouve ça plus logique qu'il aille défendre son propos, puisque, oui, tu as fait ça, explique-toi, défends-le. Voilà. Ça me semble normal d'aller exposer son propos comme ça et de se défendre un petit peu. Si je ne suis pas pour, mais voilà. Mais je trouve que ça va dans la continuité d'ailleurs de ce que peut faire la marque en fait, sur les réseaux, c'est-à-dire qu'ils s'inondent vraiment avec les influenceurs. Il y a eu toute une vague là, ces derniers temps où il y avait... finalement ce verbatim, ce message où il faut rendre la mode accessible. D'ailleurs, ça marche sur la cible. Si je me fais un petit peu l'avocat du diable, est-ce que quand même c'est pas... si on essaie vraiment de dépassionner un peu et de mettre moins d'émotion dans le débat, est-ce que finalement c'est quand même une masterclass de la part de Shein? Mais bien sûr, ils sont ultra forts. Franchement, ils sont ultra forts. Ça marche. La part de Shein, oui. La part de Shein, c'est un super move. Complètement. Clairement. Et puis je reviens sur de la manière dont on a introduit le sujet. J'ai été consommatrice à un moment donné et je n'avais pas du coup les mêmes armes qu'aujourd'hui pour comprendre ce que c'est une marque, qu'est-ce qu'il y a derrière, comment c'est fabriqué, comment c'est construit, quelle est l'éthique, les valeurs, etc. Et du coup, à ce moment-là, Shein, il n'y avait pas de pop-up, c'était exclusivement sur Internet, etc. Sur leur site internet, je veux dire, il y a de la nouveauté tout le temps. Il est bien fait, il est bien pensé. C'est un mastodonte. C'est un mastodonte et c'est bien réalisé. Et c'est tellement bien réalisé que en première lecture, quand t'as pas les armes nécessaires pour réussir à comprendre la marque, en fait, tu te doutes pas que c'est fait dans des conditions laborieuses, que c'est border sur tous les niveaux, etc. Tu peux très vite te dire non, ça a l'air cool, c'est pas cher du tout, j'y vais quoi. Donc ils sont forts. Non mais c'est attractif, c'est clair. Et est-ce qu'on n'a pas quand même un petit peu d'hypocrisie de la part de certaines marques, alors pas toutes, parce que la majorité quand même, je pense qu'on peut les croire sur ce qu'elles font et tout ça, mais peut-être que dans celles qui dénoncent aujourd'hui, il y en a peut-être qui produisent exactement de la même façon, mais qui en termes d'image se disent non mais nous voilà on fait attention, alors qu'en fait ça sort des mêmes usines en fait les gars. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça, c'est tout le problème. C'était le problème. Hein. On peut justement regarder les marques qui ne se sont pas prononcées aussi sur l'arrivée de Shein au BHV, ça en dit long aussi. C'est-à-dire qu'un silence peut même révéler finalement... Bien sûr, évidemment, beaucoup. Tout à fait. Oui, je pense qu'il y a des personnes, des marques, des institutions que ça ne dérange pas tant que ça, parce que ça va rapporter de l'argent à un moment donné. Donc, et c'est ça qui... se faire douce. Sous la table, quoi. L'argent. Et puis quand on met ça en avant, comme ça on parle pas forcément de leur mauvais côté à eux. Enfin, tu vois, c'est aussi de mettre le problème en avant d'un côté pour que moi, du mien, je puisse faire ce que je veux. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres exemples comme ça, si on remonte un peu dans l'histoire, d'associations, de marques, où on se dit sur le papier, waouh. Est-ce que vous avez ça en tête? Des co-branding. Des co-branding ou à l'inverse. Ou à l'inverse, qui ont bien marché. Enfin, où pour le coup, ça fait sens et pour le coup, tout le monde a gagné. Il y a la marque Lego. Et Ikea non, pas du tout. Shell. Ok. Ouais. Il y a la marque Lego qui s'est associée pendant longtemps à Shell. Donc, en fait, on retrouvait dans les Lego la petite station essence Shell, etc. Et ça a du sens, en fait, quelque part, qui s'associe, puisque d'un côté, on a quand même du plastique. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que Lego n'avait pas projeté que Shell allait être dénoncé pour tout ce qui allait être écologique derrière. Et il y a eu des... alors, pardon, il faut que je retrouve mes mots. Voilà. Forage pétrolier, etc. Et en fait, ça leur a fait une très mauvaise publicité parce qu'ils vendent quand même des jouets pour enfants. Voilà, c'était associé à une image qui les dépassait. Et donc, ils ont fini par... Je ne sais même pas s'ils ont mis fin au partenariat ou si c'est là en cours. Je n'ai pas les dates en tête. Mais là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur le papier, ça pourrait fonctionner, qu'on soit d'accord ou pas avec le forage pétrolier, etc. Mais qu'en réalité,
dans le temps, il se passe quelque chose qui va faire qu'il y en a un qui s'élève et l'autre qui va venir plomber en fait la réputation de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut bien choisir ses partenaires dès le début. Oui, je suis d'accord avec toi, ouais, carrément. Justine, t'avais pas une collaboration? Non, j'ai pas d'exemple du tout. J'ai pas fait Je mes crois qu'on en leçons. avait parlé en préparant l'émission. Je crois que tu m'avais dit qu'il y avait une association. C'était pas Lacoste et un truc dans le sud, je crois. Mais oui, tu m'en as parlé dans la préparation. Ouais, il me semble. Lacoste. On était au QG. Ça me parle pas. Je me souviens plus. Et dans le sud, le café Lacoste? Non, c'est Il y pas avait ça. je sais plus. Ah ouais? Voilà. J'ai oublié. Mais en tout cas, je suis d'accord. Mais en même temps, tu peux. Enfin, comment prévoir aussi, c'est ça la difficulté, c'est que tu peux être aligné au départ, avoir exactement la même vision, les mêmes valeurs, le même positionnement globalement, mais en fait, tu sais jamais comment l'autre va évoluer et ça se trouve, dans 10 ans, il va prendre un tournant où t'es pas préparé, tu sais. Oui. Enfin, ça t'impacte aussi, quoi. Je suis d'accord, et pour autant, je pense que c'est quelque chose qui peut être formalisé sur un contrat aussi, tu vois. De te dire que tu te réserves le droit de te retirer de cette collaboration à partir du moment où le positionnement de la marque a changé, ou va dans une direction qui n'est plus partagée par ta marque à toi. Mais est-ce que ça t'affecte pas quand même, même Bien si sûr. tu te Oui. retires Ouais, Bien sûr. Ouais, totalement. ton Mais image, je pense elle va que tu quand peux même te être impactée, quoi. protéger d'un point de vue légal, de te dire, voilà, on est d'accord... On est d'accord sur notre désaccord. En fait, tu mettre. pourras jamais prédire l'avenir. En revanche, tu peux avoir des stratégies d'évitement d'échecs comme ça, avec un contrat. Éviter aussi les changements drastiques de vision. Là, notamment, BHV, clairement, c'est un changement de vision et ça, ils renient leurs valeurs profondes. Voilà, donc, et ça, tu peux quand même l'éviter. Tu peux en fait maximiser l'impact que peut avoir une collaboration tout en minimisant les risques, tout simplement. Maximiser l'impact et minimiser les risques. En tout cas, n'hésitez pas à nous partager peut-être des exemples en commentaire. On serait curieux de voir. Là, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup en tête, mais je suis sûr que ça peut nous revenir si on se creuse un petit peu. Si vous trouvez Lacoste. Oui, exactement. Parce que je vous garantis que Justine m'a parlé d'une collab entre Lacoste et je ne sais plus qui. Alors moi, j'ai une bonne collab qui se passe bien. Voilà, ça, parce que ça nous intéresse quand même. Ça se passe bien parfois. J'ai vu une collab, je crois que c'est assez récent, entre Nina Ricci et La Durée, donc les macarons. Ah, yes, oui. Ouais, et ils ont fait un parfum et un macaron qui s'associent. En fait, il y a les mêmes senteurs. Ils ont travaillé ensemble et ça fait un magnifique produit. Et pourquoi ça fonctionne? Alors, on est sur un produit, on n'est pas sur un changement de vision stratégique. C'est un petit peu différent, mais ça fonctionne parce qu'ils ont la même cible, qui respectent leurs valeurs, qui respectent aussi leur héritage. Enfin, pour moi, ça, c'est très important. Et l'histoire qu'ils racontent, elle est cohérente. Et ils ont créé 2 produits qui s'associent et ça raconte une encore plus belle histoire. Voilà. Donc, et là, ça fonctionne bien. J'avais hyper envie de... J'espère qu'on mettra les images parce que c'est trop beau et ça donne trop envie de manger les macarons. Et le happening d'aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on a les... tu nous as bien teasé là. Si, mais ça me fait penser aussi, alors en plus dans le sport, et une collab entre, s'il y a des fans de foot, mais entre le PSG et Jordan par exemple, là il y a du sens parce que forcément on parle de 2 grosses marques, donc le PSG depuis l'arrivée des Qataris qui est devenu une mastodonte de marques mondiales, avec Jordan, forcément ça fit quoi, foot, basket, on est dans les mêmes univers, donc ok, trop bien. Pour terminer peut-être, qu'est-ce qu'on peut retenir pour les entreprises qui auraient envie de faire un move comme ça, de positionnement, de réalignement de leurs valeurs, peut-être pourquoi pas avec une collab, à quoi selon vous il faut faire vraiment absolument attention au regard de ce qu'on s'est raconté là pendant cet épisode? Qui se lance? Tiens, fais le ciseau. Comme on l'a un peu tous souligné, c'est important d'identifier ce que les 2 marques partagent. Quelles sont les valeurs fondamentales de leur marque et qu'est-ce qu'elles veulent mettre en place dans leur collaboration. Est-ce qu'elles ont la même cible et comment elles veulent faire les choses. Et surtout, mettre un point d'honneur au fait que c'est une responsabilité collective d'embarquer une marque pour embrasser une histoire avec une autre marque, même si c'est dans une temporalité délimitée.
il y a une responsabilité collective à avoir et une lecture vraiment en 360 sur cette chose-là, quoi. Il n'y a pas seulement la marque, il y a son histoire, il y a les différents partenaires financiers, il y a la cible, etc. C'est important de faire les choses bien quand on ne veut pas détériorer une marque et son histoire. Ouais, je suis d'accord. Et même par rapport à sa propre marque, déjà, ok, l'argent, c'est important et on est là pour faire de l'argent, c'est évident. Mais juste être quand même aligné et avoir une cohérence avec le pourquoi on crée une marque et du coup, ses valeurs, son positionnement et toute sa stratégie, que ça ne sorte pas de nulle part. Et du coup, la cible devrait être alignée à tout ça. Tout ce qui a été fait préparé en amont. Et forcément, quand tout ça est super bien aligné, les partenariats sont beaucoup plus évidents parce que vous partagez la même chose. Et après, évidemment, il faut se protéger, etc. Et essayer de prévoir si jamais il y a un repositionnement de l'autre côté. Mais voilà, déjà, être complètement aligné... Il n'y a pas de fin de phrase. Ah ouais, t'as pas de fin de phrase. Être complètement aligné. Parce que là, en fait, c'est quoi? Il faut compléter la phrase. Mettez-le dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on pourrait dire après Juju, là? J'attrape la balle. Il y a 5 lettres, à vous de définir. En fait, elle lance un jeu. Voilà. J'attrape la balle et du coup, je pense que je vais redire les choses, je vais essayer de le dire avec d'autres mots. Pour moi, il y a vraiment 3 points essentiels à retenir. C'est ne pas oublier son héritage et son histoire. Tout changement doit avoir du sens, peu importe qu'il soit ça peut être un changement stratégique, un changement de branding, ça peut être mais il doit avoir profondément du sens et être aligné avec son histoire. Et surtout ne jamais oublier les consommateurs, les partenaires et les collaborateurs. Voilà. Ouais, c'est un bon résumé, je pense, de tout ce qu'on s'est dit. Et c'est vraiment quelque chose... C'est pas un hasard si on a choisi ce thème-là aujourd'hui. Parce qu'à la freelancerie, c'est vraiment quelque chose qu'on adore faire avec nos clients quand ils sont dans cette phase où je sens qu'il y a un pivot, je sens qu'il est temps peut-être d'écrire une autre histoire. Alors pas forcément avec une collab, mais on est quand même un peu dans ce moment-là. Et c'est vrai que nous, on met un point d'honneur à vérifier tous ces checkpoints, se dire, mais en fait, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le sens? C'est quoi les valeurs? C'est quoi l'identité? Donc ça, c'est vrai que ça nous tenait à cœur de faire cet épisode-là. Bon, je pense qu'on a tout dit. Ça va? Yes, ouais, je crois. Très bien. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode, de ce nouveau décryptage par le prisme de la communication. C'était Blaze. N'hésitez pas à vous abonner aussi aux réseaux sociaux, parce qu'on balance du contenu sur les autres plateformes qui s'affichent à l'écran. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Salut! Salut.